Tu te rappelles les Samouraïs de l'Éternel? Bien sûr, c'est une des toutes premières séries qu'on m'a suggérées pour mes vidéos en solo. J'en avais moi-même des souvenirs très vagues, mais on me l'a vendu comme une alternative aux Chevaliers du Zodiaque. Ça m'a donc beaucoup intriguée, car j'étais en plein dans la période où j'étais déçue des faiblesses de l'intrigue des Chevaliers du Zodiaque. Bah alors pourquoi t'as toujours pas fait de vidéo dessus? Parce que la série ne m'a pas suffisamment plu pour ça. Ça tient à un élément simplissime et pourtant fondamental. On ne nous explique jamais rien, ni sur les personnages, ni sur l'univers, et quasiment rien sur l'intrigue. La série y met un point d'honneur. Chaque fois qu'on pourrait croire qu'on va avoir une explication quelconque, le personnage devant la donner est tué. J'ai cru comprendre que l'univers était instantanément compréhensible par les Japonais parce qu'il emprunte à leur folklore, tout comme on n'aurait pas besoin de présenter Jules César ou Charlemagne à des Français. Mais les personnages, ils apparaissent dans le premier épisode pour combattre des monstres et on ne sait pas qui ils sont, comment ils ont eu leur pouvoir et comment ils se sont rencontrés. On apprend leur nom et leur personnalité au fil de l'eau et à l'occasion d'un cycle où chacun doit apprendre une leçon. Mais ils apparaissent tellement de nulle part en formant déjà une équipe qu'on s'est demandé s'ils étaient humains comme dans les Chevaliers du Zodiaque, ou simplement des créatures surnaturelles à forme humaine. Ils font allusion au fait qu'ils sont humains au cours de la série, mais ce flou perdurera jusqu'au bout et sera rédhibitoire jusqu'à la fin. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas confié pour une de mes vidéos? Parce que c'est pas ma période? Et parce que c'est pas assez mauvais, ça m'a juste pas plu. Je vois ce que tu veux dire. Pour mes propres vidéos, j'ai eu des cas comme ça. Enfin, plutôt l'inverse du coup. Où effectivement la série était pas terrible, mais vraiment pas assez mauvaise pour que j'en dise du mal pendant une demi-heure. D'une façon générale, quand on regarde une série animée pour ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, il peut arriver qu'elle soit pas trop mal, mais qu'elle ne nous donne malgré tout pas envie de faire une vidéo dessus. Ça s'est produit une trentaine de fois jusqu'à présent. En général, on s'en rend compte à peu près dès le début parce que cette impression mitigée que la série nous fait a une cause un peu générale. Parfois, c'est à cause d'un élément précis ou à cause de la fin, donc attendez-vous à des spoilers dans cette vidéo. Et donc, peut-être que ça vaudrait le coup de parler un peu de ces séries, car si les mauvaises séries montrent comment on en fait une bonne, les séries moyennes sont sans doute celles qui montrent comment on en fait une qui sort du lot. Nous avons relevé les disques que nous estimons les plus représentatifs de ce qui fait qu'on va renoncer à chroniquer une série, et allons essayer de déterminer, dans chaque cas, ce qu'ils révèlent sur nos attentes de spectateurs. Pour vous, en exclusivité dans ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des séries pas assez bonnes pour être bonnes, pas assez mauvaises pour être mauvaises, ou que, pour toute autre raison, nous avons renoncé à chroniquer. Renoncement numéro 10, Robinson Sucroé. Tu te rappelles Robinson Sucroé? Oui et non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à se rappeler. Ouais. La série raconte les aventures de Robinson Sucroé, envoyé par le journal pour lequel il travaille sur une île déserte afin d'y vivre des aventures authentiques à raconter dans une rubrique du journal. Problème, l'île n'est pas déserte, elle est peuplée par des pirates français, des pirates anglais, et surtout une population de rescapés d'un naufrage qui se font appeler les tous les jours et portent des noms, de jour. Oui, c'est une référence à Vendredi dans le bouquin. Parce qu'ils ont tourné le dos à leur ancienne vie et à la civilisation. Les tous les jours ne souhaitant pas être découverts et tenant à rester à l'écart du reste de l'humanité, ils exhortent Robinson Sucroé à prétendre que l'île est bien déserte, et l'un des leurs, mercredi, écrit à sa place des aventures fictives pour le journal. Problème 1, c'est une escroquerie grave car Floyd, le rédacteur en chef du journal, tient absolument à ce que les anecdotes soient authentiques. Problème 2, Hugh Liston, journaliste dépité que Robinson écope d'une telle gloire sans l'avoir mérité, est au courant que c'est une supercherie et que l'île est en fait très peuplée. Chaque épisode mettra en scène, pour le dire vite, une manœuvre d'Hugh Liston pour tenter de prouver à son patron que Robinson est un escroc. Les dites manœuvres impliqueront plus ou moins les différents personnages, que ce soit les tous les jours, les pirates français ou les pirates anglais. Et comment dire... La série a fait l'objet d'une importante bataille juridique portant sur la paternité du concept. Telle qu'elle a été diffusée, la série se présente comme une création de Christophe Izard et a un générique visuellement très semblable à celui d'Albert le 5e mousquetaire, sur lequel Izard a également travaillé. Ayant ces éléments en tête, en visionnant la série, on se dit « Putain, tout ça pour ça ?» La série est excessivement peu remarquable. Elle raconte une escroquerie, qui plus est une escroquerie à laquelle le personnage titre ne contribue que passivement, puisque c'est même pas lui qui écrit les histoires bidons qui lui valent tant de considération de la part du monde entier qui croit qu'elles sont vraies. Donc ce n'est pas un intérêt profond pour l'intrigue ou une sympathie particulière pour les personnages qui vont pousser le spectateur à regarder l'épisode suivant. On peut avoir de la sympathie pour la cause des tous les jours, encore que... On peut trouver qu'Hugh Liston est antipathique du simple fait qu'il est motivé par la jalousie, même s'il a raison sur le principe, mais on ne peut pas complètement cautionner les actions des héros. L'exigence d'authenticité de Floyd n'est pas du tout présentée comme quelque chose d'illégitime ou de ridicule, au contraire. Son honnêteté est à son honneur. On ne peut donc pas se dire qu'il a mérité de se faire arnaquer en étant trop rigide, parce que ses exigences ne sont pas présentées comme inappropriées. On ne peut pas souhaiter le succès des héros. Donc comme dans les cartoons où le vainqueur est antipathique, ce qui permettrait à la série d'être intéressante, ce serait les gags. Or la série n'est pas drôle. Pas parce que l'humour est spécialement méchant comme on pourrait s'y attendre, mais parce qu'il y a peu d'humour. La série a le style d'une série humoristique, et toute une collection de personnages avec un potentiel comique plutôt bon, mais relativement peu de gags, et encore ce sont des gags plutôt lents et plutôt plan-plan. Rien à voir avec Albert le 5e mousquetaire. La série consacre l'essentiel de ses dialogues à mettre en scène l'intrigue du jour, misant apparemment sur le fait qu'elle suffira en tant que telle à nous intéresser. Eh bien, dans notre cas, ce fut insuffisant.
Renoncement numéro 9, le projet Zeta. Tu te rappelles le projet Zeta? Pas autant qu'il le faudrait. Déjà parce qu'on n'a jamais pu trouver la saison 2 en français et donc nous ne l'avons jamais regardée. Ensuite parce que la série m'a laissé très peu de souvenirs depuis qu'on a vu la saison 1 il y a quelques années. C'est d'autant plus étonnant que le thème de l'intelligence artificielle qui accède à la conscience et à l'humanité est un thème qui nous parle particulièrement d'habitude. Mais là, on n'a pas accroché. Le problème provient sans doute de nos attentes. Le personnage titre, Zeta, a été introduit dans un épisode de Batman la relève. Batman lui permet de fuir à la fin de son épisode parce qu'il a accédé à la conscience et n'est pas malfaisant. Sa propre série raconte son périple, accompagné de sa sidekick humaine, pour retrouver son créateur tandis qu'il est poursuivi par des agents gouvernementaux convaincus que Zeta est dangereux et doit être détruit. On s'attend donc à une série du même niveau de maturité que Batman la relève ou à la rigueur de Static Shock, l'autre série méconnue de l'univers animé d'ici. Or, le projet Zeta est une série nettement plus enfantine que ces deux-là. Bon, c'est difficile d'être affirmatif pour la comparaison avec Static Shock, vu que les épisodes de Static Shock sont eux aussi très difficiles à trouver en français, donc nous ne raisonnons qu'à partir de quelques épisodes et de quelques souvenirs. Mais quand même, la saison 1 du projet Zeta nous a fait l'impression d'être franchement anecdotique. Les personnages ont des motivations claires mais sont peu développées, et les intrigues des épisodes sont, disons, aussi passables que celles des épisodes les moins intéressants de Superman l'Ange de Métropolis. Sans compter que le coup du héros gentil poursuivi par un gars bien intentionné qu'il croit méchant, c'est pas nouveau et c'est mieux mené dans Diabolique. Puis quand on prend plus de plaisir à suivre la petite rubrique humoristique à la fin des épisodes que les épisodes eux-mêmes, on se dit qu'il y a un problème. C'est pas que la série soit franchement mauvaise, mais elle fait quand même pas le figure face aux autres œuvres de cette franchise, en particulier Batman la relève dont elle est un spin-off, et face aux autres séries de super-héros que nous avons été amenés à chroniquer, telles que notamment La Légende des super-héros. Si la saison 2 avait été facilement trouvable, nous l'aurions visionnée et aurions peut-être changé d'avis. S'il n'y avait pas eu d'éléments de comparaison pour nous amener à la conclusion que cette série-ci n'en valait pas la peine, notre avis aurait peut-être été plus favorable. Mais la conjonction de ces facteurs a fait que nous avons préféré renoncer. Renoncement numéro 8, Digimon Savers. Tu te rappelles Digimon ? Digimon, encore Digimon, toujours Digimon. On a fait une vidéo sur chacune des 3 premières saisons, tu as fait une vidéo sur la 4, Frontière, et on a un peu parlé de la 6, Fusion, dans la vidéo sur Monster Rancher. Donc forcément, tu parles de la 5, Savers. Oui. Une grosse déception, mais pas autant que Frontière. Le dessin est très joli, et l'intrigue du premier arc avec les Digimon attirés dans le monde réel par les sentiments humains est intéressante. Mais ensuite, ça part un peu dans tous les sens et... En termes d'intrigue, c'est pas que c'est mauvais, mais ça paraît un peu décousu. Il y a ce fil rouge intéressant sur le fait que pour un Digimon, mourir c'est pas si anodin parce qu'on peut perdre son identité, mais pas si grave parce qu'on renaît. Avec des développements qui ne sont pas sans rappeler qui veut la peau de Roger Rabbit, puisque le concept d'un des méchants principaux de la saison, c'est qu'il a trouvé un moyen de tuer les Digimon de façon définitive. Mais au-delà de quelques éléments précis qui sont exclusifs à Savers, les meilleures idées de cette saison 5 étaient déjà présentes dans la saison 3, où elles étaient mieux mises en scène. On retrouve aussi dans Savers la même volonté que dans Frontière, plutôt absente de Timers, de réellement mettre en scène le Digimonde et la société des Digimon. C'est une chose qu'on retrouvera également dans Fusion. Ce qui m'amène à dire que Savers, il ne faut pas seulement la comparer à Timers, mais aussi à Frontière. Et je dirais que les meilleures idées de Frontière sont meilleures que les meilleures idées de Savers, même si les plus mauvaises idées de Frontière sont nettement pires que celles de Savers. Mais du coup, laquelle, de Frontière ou de Savers, est la plus mauvaise? En termes d'impression, ça me paraît évident que c'est Frontière. Pour nous en convaincre, nous avons tenté de faire un tableau critérié comparant les deux séries, mais celui-ci s'est malheureusement révélé peu conclusif, donc il faut rester sur l'idée que c'est essentiellement une affaire d'impression. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que, comme souvent dans Digimon, c'est notre attachement pour les personnages qui détermine notre appréciation des épisodes. Or, le trio principal pose problème. J'ai détesté Masaru. C'est certes classe de le voir affronter des Digimon à main nue, mais il est exagérément tête brûlée, ce à quoi Takato et Takuya nous avaient déshabitués, et son slogan, c'est ce que fait un homme m'horripile. En partie pour des raisons personnelles. Masaru m'a moins gêné, mais c'est avec Thomas que j'ai un problème, pour des raisons tout aussi personnelles. De même que tu trouves que le côté macho de Masaru n'est franchement pas cool, je trouve l'attitude arrogante de Thomas franchement antipathique, là où l'intention des auteurs était visiblement de faire deux personnages sympathiques mais opposés qui se font contrepoids. Et puis il y a Yoshino. Elle sert à rien. Elle est quasiment toujours au second plan, et même quand elle ne l'est pas, elle ne livre jamais de combat décisif, et, nous semble-t-il, ça commence à faire un peu longtemps, ne mène jamais aucune action décisive dans l'intrigue. Là encore, Digimon nous a habitués à mieux. Savers ne nous resserre pas les idées foireuses numéro 10 et numéro 9 de Frontière, c'est déjà ça, mais n'a malgré tout pas réussi à nous faire accrocher aux personnages principaux. Et ça, dans une série Digimon, c'est un peu rédhibitoire. Renoncement numéro 7, Trigun. Tu te rappelles Trigun ? Je me rappelle le début de Trigun surtout. Dans le futur et sur une autre planète où l'on vit comme au Far West, Meryl Streep et sa sidekick Millie Thompson ont été chargés par la compagnie d'assurance pour laquelle elle travaille de retrouver et de surveiller Vash the Stampede, un dangereux criminel recherché qui sème la mort et la destruction autour de lui. La destruction surtout, ce qui a toutes les raisons de préoccuper une compagnie d'assurance. Il s'avère assez rapidement, même si Meryl Streep n'y croit pas, que le terrible Vash the Stampede, c'est ce Gugus en rouge à la voix toute douce qui ne se bat jamais et gigote dans tous les sens en hurlant quand il y a du danger.
Ce faisant, au gré d'une succession de miraculeuses coïncidences, ces gigotements contribuent à ce que la situation périlleuse se résolve sans victime mais avec beaucoup de dégâts matériels. Le spectateur n'est pas dupe et comprend vite qu'en fait c'est grâce à une dextérité hors du commun que Vash the Stampede, pacifiste dans l'âme, parvient à ce résultat. Le coup du trouillard agité et maladroit, c'est une comédie qu'il joue pour mettre ses adversaires en déroute en ayant l'air de rien et sans avoir à se battre. Et c'est très très drôle. C'est drôle comme un Garry's Mod. Ce serait resté drôle pendant 26 épisodes si la série en avait fait le choix. Au lieu de quoi, la série a choisi de devenir sérieuse, puis de devenir sombre. Au bout de 5 épisodes, Vash finit par décider d'utiliser réellement son flingue et de montrer qui il est vraiment. Un pacifiste, certes, mais un pacifiste très puissant qui montre qu'il est très puissant. Progressivement, à mesure qu'elle introduit de nouveaux personnages, en particulier des méchants, la série devient de plus en plus sombre. Jusqu'à un point culminant où Vash se retrouve obligé de tuer quelqu'un de sang-froid parce que c'est le seul moyen de sauver les figurants. Puis la série se termine par un duel de western fort quelconque qui ne résout pas grand-chose. Enfin, il semblerait que ce duel plaise à ceux qui sont fans de ce genre de choses, ce qui n'est pas tellement notre cas. Vous nous connaissez, nous aimons que la fiction soit optimiste. Mais en l'occurrence, c'est pas le problème. La série pouvait parfaitement choisir de devenir sombre. Elle ne dénature pas le personnage de Vash the Stampede en faisant ça. Elle ne le dénaturait pas non plus en devenant sérieuse. Mais je le redis, la série était vraiment très drôle quand elle était comique. Ce qu'elle a à proposer en tant que série sérieuse n'est pas mauvais, mais nous a semblé nettement plus banal que ce que la série promettait d'être au départ. Les éléments sérieux de Trigun c'est pas mal, mais c'est beaucoup de déjà-vu. Les éléments comiques de Trigun étaient plus originaux, et l'abandon de ces éléments nous a déçus au point de décrocher de la série. Renoncement numéro 6, les contes de Pierre Lapin et ses amis. Tu te rappelles les contes de Béatrix Potter ? Gag des adaptations ? Oui. Un classique ! Tout le monde connaît ces contes, qu'il le sache ou non. Au-delà du texte auquel on a tous été confrontés, ne serait-ce que brièvement pour apprendre l'anglais, chacun reconnaît les illustrations toutes mignonnes de Pierre Lapin qu'on retrouvait parfois sur la porcelaine. On pourrait se dire, quoi de plus banal que des contes mettant en scène des animaux anthropomorphisés, mais ceux-ci sont réputés pour leur qualité littéraire au-dessus de la moyenne, et j'imagine que le genre était moins représenté en 1902 qu'il l'est aujourd'hui. Mais tu sais, je parlais du dessin animé. Ça alors, comme c'est surprenant. Les contes de Pierre Lapin et ses amis, qu'on connaît aussi sous le titre 9 contes de Béatrix Potter, sont une série de 9 épisodes adaptant 14 des 23 contes écrits par l'auteur. En effet, certains épisodes de 20 minutes donc, adaptent 2 contes au lieu d'un seul. Ça donne parfois une impression à la Digimon le film, c'est-à-dire que la série essaie d'établir un lien bancal entre des histoires qui n'en ont aucun, mais ce n'est pas le principal problème que nous avons eu avec la série. C'est très proche du texte, et l'animation, qui reproduit fidèlement le style des illustrations, est d'une qualité incontestable, donc c'est très très beau, mais c'est pas très intéressant. Je me risquerais à dire qu'en fait, ces contes sont plutôt une succession de tableaux et donc se prêtaient davantage à être adaptés en scène figée sur de la porcelaine qu'en histoire de 20 minutes. 20 minutes, c'est trop pour ces contes. Même 10, c'est un peu beaucoup dans les épisodes où 2 contes sont adaptés. Et autant certains contes ont une intrigue qui se prête à faire un bon épisode de dessin animé, autant d'autres sont un peu trop bizarres pour ça. Nous n'aurions pas trop su quoi dire de ces contes. Ceux qui ont une intrigue sans queue ni tête n'apparaissent pas tant originaux qu'ennuyeux. C'est lié au format, ça passe mieux à l'écrit. Les contes de Béatrix Potter, c'est court, donc c'est à voir, mais c'est pas forcément à commenter. Les contes du chat perché nous ont beaucoup plus enthousiasmés. Est-ce parce que nous sommes d'immondes franchouillards ? Possible. Renoncement numéro 5, Aladdin. Tu te rappelles Aladdin ? Y'a que des adaptations ? Non, impossible à confondre. Le conte d'origine se passe en Chine, il y a 2 génies au lieu d'un seul, 3 méchants au lieu d'un seul, une suite après fin fermée, et une bonne fois pour toutes, la princesse s'appelle Badroul Boudour ! Oh ça va, tu vas pas en faire un fromage. Je comptais pas en faire un fromage à la base, mais ce conte a été repris des 50aines de fois avant et après avoir été adapté par Disney. Et s'il y a des adaptations qui prennent la peine de remettre l'action en Chine, ou de remettre les 2 génies, ou même de remettre la suite après fin fermée, à part le vieux film de 69, personne ne veut accepter de rendre à la princesse son vrai prénom. Do make me laugh, my sweet Layla. Soraya ne va pas m'épouser. La princesse Chalia vous a encore désobéi. Enfin, il y a que 2 personnages qui ont des noms dans ce conte, Aladdin et Badroul Boudour. Les autres s'appellent le sultan, le vizir, le magicien africain, la mère d'Aladin. Mais rien à faire, Badroul Boudour, ça passe pas. Je m'appelle Badra al Budur. Bon, close enough. Digression sans intérêt. Bon, on pourrait dire que la série animée Aladdin est davantage dérivée du retour de Jafar que du grand classique. C'est assez évident en termes d'esthétique. En tout cas, elle fait suite au retour de Jafar et se termine par le long métrage Le Roi des voleurs. Tout le monde s'en souvient comme d'une bonne série, mais il me semble que tout le monde en a surtout un souvenir vague. C'était notre cas. Nous l'avons revu au tout début de l'émission dans l'optique de préparer une vidéo dessus, et c'est pas que la série nous a déçus. C'est qu'on pouvait s'attendre à mieux. En fait, c'est vrai, c'est une série plutôt bonne. Mais avec une telle base, Aladdin est quand même l'un des meilleurs Disney.
On peut s'étonner qu'elle soit juste plutôt bonne. En fait, je crois que Mayolek, tu sais, le gars dont on est allé voir le spectacle l'autre jour, a déjà dit tout ce qu'il y avait à en dire. Il est plus sévère que nous, mais sa vidéo correspond assez à ce que nous en pensons nous-mêmes. C'est d'abord et avant tout une série assez paresseuse. J'ai l'impression que c'est un peu une constante des séries directement dérivées des longs métrages Disney. On trouve certes des idées plutôt futées ici et là, notamment celles qui concernent les pouvoirs du génie, mais c'est noyé dans un océan de scénarios manifestement écrits à la va comme je te pousse et souvent étrangement quelconque. Je dis un océan car la série est longue, 86 épisodes. Les gens en ont généralement un souvenir lointain, donc en retiennent ce qu'il y a de plus marquant. Et des éléments marquants, il y en a, notamment quelques méchants inoubliables tels que Mozenra ou Mirage. Or, non seulement ces personnages sont finalement assez peu développés en dehors de la scène choc occasionnelle, mais en plus, à côté d'eux, il y a des personnages nettement moins inspirés comme Unkutma, Abysmal ou Mechanicless, des personnages un peu bizarres comme Ayamagul, et des personnages dans l'entre-deux comme Sadira ou Fazir. De manière générale, on dirait qu'ils ont créé quelques personnages inspirés par le concept d'Aladin, et beaucoup d'autres personnages standards de série action-humour avec un habillage Aladin. Encore une fois, c'est pas une spécificité d'Aladin. La petite sirène a le même problème. Ça choque moins que dans Aladin parce que la série est plus courte et qu'on en attend moins d'une série La Petite Sirène que d'une série Aladin. Mais il en résulte qu'on se rend compte qu'en disant c'est une série Aladin, on a un peu tout dit. Le concept est en or, donc la série tient la route, mais les auteurs se sont dit que l'or c'est précieux même si on ne le travaille pas, donc ils ne l'ont pas travaillé. Renoncement numéro 4, l'Odyssée. Tu te rappelles l'Odyssée ? C'est l'homme au mille tours, muse qu'il faut me dire, celui qui t'enterra quand de Troie dit lui piller la ville sainte. Oui. Contre le roi Triton joué par Jean-Claude Donda, assisté par Gimli et un troll bleu à pointe. Oui. La série est de Bruno Regeste, rien que ça. Bruno Regeste qui a effectué un travail formidable sur Code Lyoko, dirigé l'écriture de l'excellente saison 4, et même réussi la prouesse d'écrire le seul et unique bon épisode de Code Lyoko Evolution. Un gage de qualité pour cette série l'Odyssée qui partait donc sur d'excellentes bases, parce que l'Odyssée est une excellente base d'une part, et d'autre part parce que la série démarre avec une collection de personnages hauts en couleur qui promettaient d'être intéressants. La série déçoit. Pas tellement parce que les compagnons d'Ulysse paraissent contradictoires avec le style de l'épopée d'Homère. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi l'équipage inclut une jeune fille qui reçoit des visions d'Athéna, un géant bleu cornu et un drôle de type appelé Diomède qui est peut-être le Diomède des travaux d'Héraclès. Mais parce que de ces personnages, la série ne fait absolument rien. Ils sont assez creux et franchement pas développés et surtout ils interagissent très peu entre eux ou avec Ulysse. Plus exactement, leurs interactions nous ont paru très superficielles et avoir très peu d'incidence sur quoi que ce soit. Ce qui est très décevant et donne une série étrangement vide pour un tel concept. Et puis il y a le problème du méchant. Jean-Claude Donda campe un Poséidon plus vicieux qu'imposant, et ce choix m'avait déjà déplu pour Hadès dans le Hercule de Disney. Moi j'aime bien Hadès, et j'aime bien le Poséidon de cette série aussi, mais il faut bien avouer qu'on s'en lasse vite, car on doit vite admettre que ce dessin animé n'est finalement qu'une série d'aventure assez banale, qui a certes l'avantage d'être un feuilleton, qui plus est avec une fin, ce qui est loin d'être le cas de toutes les séries d'aventure, mais elle ne fait franchement pas le poids face au Argyle la prophétie et autres Chris Colorado. Dans le genre adaptation de l'Odyssée, nous aimerions bien pouvoir mettre la main sur la série italienne Ulysse, mon nom est personne, du même réalisateur que Loulou de Montmartre. Si nous y parvenons, il sera toujours temps de penser à faire une vidéo à la recherche de l'Odyssée avec les différentes adaptations, quitte à revenir sur Ulysse 31. Mais avant lors, cette série seule ne nous inspirera pas d'écrire sur elle. Renoncement numéro 3, Lady Oscar. Tu te rappelles Lady Oscar ? Bah non. Bon, alors laisse-moi faire. Donc, Lady Oscar est un cas un peu compliqué. Comme c'est une série qui date de 79 et a été diffusée dans les années 80, c'est plutôt un sujet pour mes vidéos en solo d'avril. Elle est restée très connue, donc je n'étais pas complètement sûre d'en faire une vidéo. Mais au final, pour mes vidéos en solo d'avril, ce n'est pas tant la façon dont ça a été oublié ou non le critère décisif, mais la façon dont ça reste encore appréciable dans les années 2010. Et les éléments factuels dont je me souvenais me faisaient me dire que cette série serait appréciable. Elle se trouvait donc en très bonne place sur ma liste. Mais malheureusement, lorsque nous en avons revu l'intégralité il y a quelques années, tout a changé. Mon problème avec la série provient d'un événement en particulier, c'est un gros spoiler, donc sautez à la minute qui s'affiche en bas de l'écran si vous voulez pas savoir. Ça y est, à l'épisode 28, André, l'homme de confiance d'Oscar, son ami de toujours, celui à qui elle confierait aveuglément sa vie, bref, André, sous l'effet du désespoir et de l'alcool, embrasse de force Oscar, la pousse sur le lit, lui déchire sa chemise, et ce n'est qu'en apercevant sa poitrine nue qu'il réalise qu'il est en train de faire, dégrise et s'excuse. La scène est courte, même pas une minute, mais c'est une minute qui change le sens de la totalité de l'histoire. Un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas vu la série ni lu le manga. Oscar François de Jarget est la 5e ou 6e fille, je sais pas trop, d'un gentilhomme de la cour de Louis XV qui, lassé de n'avoir que des filles, décide de la baptiser et de l'élever comme un garçon. Mais ne vous fiez pas à ce pitch, la série n'est pas du tout sur ça. Oscar aurait pu être un homme que la série n'aurait pas vraiment été différente.
Le sujet principal de la série, c'est la reine Marie-Antoinette, à qui Oscar voue une adoration sans borne, tout en étant consciente de combien elle remplit mal son rôle de reine. L'intrigue principale, c'est le parcours psychologique d'Oscar qui va peu à peu se résoudre à rejoindre le camp des révolutionnaires, malgré son affection pour la reine. Cependant, Oscar a un love interest, André, son valet et ami d'enfance, qui lui est dévoué corps et âme, la soutient en toutes circonstances, la comprend et complète efficacement chacune de ses actions grâce à ses compétences. L'influence d'André va plus ou moins être décisive dans le choix final d'Oscar de se retourner contre la noblesse et de se battre aux côtés des roturiers, et le développement de leur relation est un enjeu important. En outre, la façon dont ces deux-là sont forts parce qu'ils sont ensemble est source de réconfort et d'espoir pour le spectateur dans une série qui décrit assez crûment la détresse de la France à la veille de la Révolution. Croyez-le ou non, mais je n'avais jamais vu l'épisode 28. Ça m'étonnerait pas que les diffuseurs aient tout simplement fait l'impasse dessus. Et croyez-moi, quand on ignore qu'il y a eu une tentative de viol au milieu de cette histoire, la relation Oscar-André passe sans peine pour une des intrigues amoureuses les plus réussies de la fiction. Ils sont complices, complémentaire, efficace en équipe. André est particulièrement attentionné, patient, fait preuve vis-à-vis d'Oscar d'un dévouement sans faille. Si elle s'intéresse à un autre homme, ça ne le peine pas parce qu'elle en aime un autre, ça le peine parce qu'elle en souffre. Son principal souci à lui est son bien-être à elle, et tout ce qu'il attend d'elle, c'est qu'elle le laisse rester à ses côtés et la soutenir. Bien qu'Oscar n'admette être amoureuse d'André qu'à la fin de la série, bien des indices sont disséminés un peu partout dans les épisodes, et ce dès le début, pour qu'on comprenne qu'elle l'est effectivement, mais ne s'en rend pas compte. Rien ne la rend plus furieuse que quelqu'un qui fait du mal à André. Et si elle tombe amoureuse d'un autre homme en cours de série, c'est parce que celui-ci a sauvé André d'une mort certaine. Bref, une histoire crédible et un personnage masculin formidable, jusqu'à ce qu'on découvre l'existence du semi-viol. Bon, déjà, ça nous apprend que si André s'engage dans l'armée pour servir sous les ordres d'Oscar dans sa nouvelle affectation, ce n'est pas pour rester près d'Oscar alors qu'elle plaque tout pour changer de vie, mais pour la stalker alors qu'elle lui a demandé très légitimement de quitter sa vie. Autant dire que tous les « je donnerai ma vie pour le colonel Oscar » qu'on entend par la suite prennent un sens beaucoup plus glauque. Il n'y a jamais de réparation. À un moment, sans transition, Oscar réalise qu'elle est amoureuse du mec qui a failli la violer, on ne sait pas comment elle a surmonté le traumatisme de la tentative de viol, comme si c'était pas important. Mais c'est tellement important que ça change tout. Ça fait de leur relation une relation malsaine. À part être inutilement glauque, cette tentative de viol n'apporte rien. Ce qui suit est construit comme si un malentendu difficile à dissiper avait séparé Oscar et André, mais qu'à force de se battre aux côtés l'un de l'autre, ils parviennent à surmonter ça. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un malentendu. Le voir traité comme tel est énervant, et d'ailleurs c'est énervant même indépendamment de la question du viol. Si Oscar, dans un moment de désespoir et d'ébriété, avait tenté de tuer André, et qu'ensuite la série nous fasse comme si c'était pas grave et qu'il faudrait juste qu'André lui pardonne son bref accès de folie, ça n'irait pas non plus. Là aussi, il faudrait soit qu'elle décide de s'éloigner d'André parce qu'elle se sait dangereuse pour lui, soit qu'elle jure avec force en face de ne plus toucher à une goutte d'alcool. Mettons les choses au point. Je ne vais pas vous sortir des grands mots comme culture du viol ou autre joyeuseté du genre. Cependant, il faut le dire clairement, le viol est quelque chose de très particulier. Les auteurs le disent toujours, pire que la mort. Une mort dans la fiction, c'est là pour être triste. Un viol, c'est plus que triste, c'est malsain. Il y a dans le viol l'idée qu'on y survit et que le traumatisme restera à jamais. D'ailleurs, c'est plus qu'un traumatisme. Dans la cicatrice que laisse un viol, il y a une idée de souillure, pas forcément au sens religieux du terme, mais dans un sens plus général. La victime d'un viol s'est vue retirer son statut de personnage pour être transformée en objet dont on peut disposer le temps d'une scène et ne retrouvera plus jamais sa dignité de personnage. Ça marche même quand le viol est métaphorique, qu'il s'agit d'une intrusion qu'un personnage fait dans l'intimité de l'autre sans y être autorisé et que ce dernier ne s'en remet pas. Bref, en général, dans la fiction, l'utilisation du viol, c'est là pour choquer, pas pour émouvoir. On l'utilise quand on veut marquer son lecteur au fer rouge, le mettre mal à l'aise, le traumatiser, et ensuite profiter de cet état d'esprit dans lequel on l'a mis pour lui révéler le propos de l'histoire, qui n'était saisissable que dans un état de malaise. Or, ici, ce n'était pas le malaise qu'il fallait susciter, mais l'émotion. Vu de loin, ça peut paraître dérisoire de tourner le dos à une série entière pour une seule scène, mais nous percevons les séries comme un tout. Cette perception conditionne notre appréciation des œuvres et nos vidéos sont telles qu'elles sont précisément à cause de cet état de fait. La contrepartie est que notre jugement peut être très fortement influencé par des détails que d'autres jugeraient anecdotiques. S'ajoutant à ça dans le cas de Lady Oscar, j'avais vraiment un fort attachement à la série auparavant,
car c'est une série magnifique indépendamment de ça. La déception que j'ai ressentie a donc été beaucoup plus profonde que pour les séries dont nous découvrons les défauts en même temps que les qualités. C'est aussi en partie à cause de l'ampleur de cette déception, plus qu'à cause de la déception elle-même, que je me sens plus de faire une vidéo sur les Oscars, à moins de vraiment tomber à court de sujet. Tout ça pour dire que le sens de l'œuvre est très important pour nous, et que quand les détails changent ce sens, il peut aussi nous faire totalement changer d'avis. Renoncement numéro 2, Godzilla. Tu te rappelles Godzilla ? Oui, d'autant mieux qu'on nous l'a offerte en DVD. C'est une série Adelaide Productions, comme Men in Black et Extreme Ghostbusters, donc qui promettait d'être intéressante. C'est le moins qu'on puisse dire. Comme Men in Black, cette série est la suite d'un film sans en être totalement la suite. Ici, du film de Roland Emmerich, Godzilla. Après la mort de la créature en question, Nick Tatopoulos, biologiste, découvre qu'elle a laissé derrière elle un œuf et le voit éclore. La progéniture du monstre, que Nick baptisera à son tour Godzilla, prend notre héros pour sa mère et, en grandissant très rapidement, deviendra son ange gardien. Utile car Nick constituera une équipe de personnages hauts en couleur pour étudier et neutraliser les monstres semblables à Godzilla qui apparaissent et sévissent un peu partout dans le monde. Dans chaque épisode, la fine équipe suivie par Godzilla se lancera à la poursuite d'un de ces monstres que Godzilla affrontera une ou plusieurs fois au cours de l'épisode. C'est pas mal comme pitch. Et les scénarios des épisodes sont pas mal en tant que tels. Mais y a rien à faire, on s'ennuie. Pourquoi on s'ennuie? C'est une conjonction de plusieurs problèmes. Les deux principaux étant le ton et les personnages. Parlons d'abord des personnages. Ils ont tous un bon concept, surtout Randy et Marianne, même si Marianne a un petit côté Marissou. Mais il y a quelque chose de très bizarre avec la façon dont la série s'y prend pour les développer, et surtout avec la façon dont elle les fait interagir. En plus de l'intrigue principale consacrée au monstre du jour, il y a toujours une partie sitcom, et dans beaucoup d'épisodes, les conflits entre personnages émergent tellement de nulle part qu'on a l'impression que le dialoguiste n'a jamais vu des humains parler entre eux. Et quand on arrive à mettre le doigt sur quel est le problème, c'est très simple. Les dialogues semblent avoir été écrits avec un point de vue très enfantin sur le monde. Combien de petits amis te faut-il pour te servir de porte-parole, Nikki? Ça fait la même impression que l'épisode du Sphinx dans Ghostbusters, où on nous sert l'idée étrange qu'Egon est bien évidemment grabataire à 39 ans. Les personnages de Godzilla ont tendance à se disputer pour des futilités et à ne voir que la surface des choses, à la manière d'enfants qui ont eu une vie trop courte pour savoir que certaines frustrations sont insignifiantes par rapport à ce que l'existence nous réserve vraiment. Dans Code Lyoko, ça passe, mais dans Godzilla, c'est perturbant car nos héros n'ont ni l'apparence ni le mode de vie d'enfant, ils travaillent et pensent au mariage. Point culminant de cette tendance qu'a la série à être excessivement enfantine, et qui fait une excellente transition entre traitement des personnages et ton général de la série, il y a cet épisode où Randy et Mendel doivent survivre en pleine nature par leurs propres moyens. Plus tard dans l'épisode, on les retrouve hagards et transformés par leur environnement face au Robinson Crusoe, alors qu'il ne s'est passé qu'une demi-journée. Est-il possible de faire plus enfantin que ça ? Non, par contre, il est possible de dire en quoi il est clair que la série cible un public plutôt jeune. Il est difficile pour nous de dire en quoi cet état de fait contribue à ce qu'on s'ennuie devant les épisodes, car nous sommes assez peu sensibles aux scènes d'action pure, mais la série est édulcorée. On remarque, parce que c'est vraiment trop systématique, que chaque fois qu'un engin volant est détruit, et ça arrive souvent, on prend la peine de nous montrer des parachutes s'ouvrir pour nous rassurer sur le sort des pilotes. Ce genre d'ajustement n'est pas si rare dans les dessins animés pour enfants, mais encore une fois, ici c'est franchement exagéré, et c'est pas du tout typique de cette boîte de production. Et en particulier de ce que cette boîte produisait à la même période, c'est-à-dire Men in Black et Extreme Ghostbusters. Ce qui m'amène à penser que j'aurais aimé un crossover des trois. Peu importe. Malgré une bible littéraire prometteuse et malgré le plaisir que la série nous procure de voir un Godzilla américain affronter un King Kong japonais, Que veux-tu que Gojira vienne faire au Japon? cette série nous a déçus et c'est pourquoi nous avons renoncé à la chroniquer. Renoncement numéro 1, Green Lantern. Tu te rappelles Green Lantern, la série animée? Oh tu triches, celle-là on l'avait même pas regardée dans l'optique d'en faire une vidéo. Elle était récente à l'époque, on n'avait pas tellement idée de si c'était une série finie, c'était plus pour la culture générale. Mais c'est surtout parce qu'on l'a regardée en s'attendant à quelque chose de moyen ou de mauvais. Le graphisme n'est vraiment pas engageant. Dans le premier épisode, il est assez rebutant en effet. Ensuite, l'intrigue se déplace dans l'espace et... Bon, disons que ce genre de texture plastifiée passe mieux sous la lumière tamisée des étoiles. Mais au diable le graphisme, ce qui nous intéresse, c'est le scénario. Il est magnifique. Non, sérieusement, magnifique au point que ça aurait pu donner une vidéo. Si la direction prise par l'histoire dans son dernier quart ne nous avait pas complètement refroidi. Comme pour les 10 Oscars, on ne peut pas détailler ce qui nous a rebuté sans faire un gros spoiler. Aussi, si vous voulez l'éviter, sautez à la minute qui s'affiche en bas de la vidéo. C'est bon? Bon, ceux qui nous suivent depuis un moment savent qu'il y a des thèmes qu'on apprécie tout particulièrement dans la fiction. Et parmi ces thèmes, on l'a dit avec le projet Zeta, il y a celui de l'intelligence artificielle qui accède à la conscience et à l'émotion, devenant ainsi plus humaine que les humains eux-mêmes, et campant par ce biais l'humanité comme quelque chose de profondément positif et enviable. Il y a également celui d'Anakin Skywalker, le méchant devenu méchant suite à un parcours douloureux, que les personnages principaux vont convaincre de repasser du côté lumineux, et qui trouvera la guérison en le faisant, campant par ce biais la bonté comme quelque chose de profondément positif et enviable. La série aborde ces deux thèmes, et roule dessus.
au rouleau compresseur. Contexte pour ceux qui ne connaissent ni la série ni les comics. Hal Jordan, pilote des sacs à casse-cou, a été choisi par des extraterrestres bleus à grosses têtes pour faire partie du corps des Green Lantern, des policiers de l'espace aux pouvoirs cosmiques phénoménaux, et veiller à maintenir l'ordre dans son secteur de la galaxie. Hal Jordan, apprenant qu'un système assez éloigné de sa juridiction subit l'invasion des Red Lantern, c'est comme les Green Lantern mais en rouge et en méchant, décide, contre l'avis des extraterrestres bleus, de voler un vaisseau, de voler un collègue et de voler au secours du secteur attaqué. Je sens les fans de comics hurler à travers l'écran de la grossièreté de ton résumé. Bon, les détails c'est pas complètement ça, et mon résumé ne rend franchement pas justice à la complexité de l'univers de Green Lantern, mais ce sera suffisant pour en venir au fait. Précise au moins parce que c'est important pour la suite que l'anneau vert des Green Lantern qui leur confère leur pouvoir est alimenté par le sentiment de détermination ressenti par son porteur. L'anneau rouge des Red Lantern, lui, est alimenté par le sentiment de colère ressenti par son porteur, inspiré par des événements traumatisants. Inutile, tu viens de le faire. Bref, le vaisseau volé par Hal Jordan est piloté par une intelligence artificielle à qui Hal donne le nom d'Aya et se met à parler comme s'il s'agissait d'une personne. Du coup, sous l'influence de Hal, Aya se met à se prendre pour une personne et se fabrique même un corps pour interagir plus aisément avec les passagers de son vaisseau. On passe rapidement sur les subtilités pour en venir plus vite à l'essentiel. Parmi les Red Lantern que Hal et son collègue affrontent lors du premier contact, il y a ce jeune homme, Razor, devenu un Red Lantern suite à la mort violente de sa fiancée qui l'a rendu fou de colère. Sous l'influence d'Aya et de Hal, il finit par réaliser que sa quête de vengeance est vaine et se range du côté des héros. Une tension amoureuse naît entre Razor et Aya, mais Aya étant novice en matière d'émotion et Razor traumatisé par sa dernière expérience amoureuse, les choses s'annoncent compliquées. Dans la fiction, compliqué ne veut pas dire impossible, surtout lorsqu'il s'agit d'intrigues amoureuses. En général, la fiction sert à montrer que les obstacles se surmontent et que l'issue heureuse est possible. Mais les scénaristes de Green Lantern, eux, se sont retrouvés avec cette situation sur les bras et se sont dit « Attendez, c'est vraiment pas possible que ça tourne bien, même si tout le monde est bien intentionné et raisonnablement compétent. » Et du coup, ils ont décidé que tout le monde resterait bien intentionné et raisonnablement compétent, mais que ça tournerait mal quand même. Razor repousse violemment Aya, qui devient folle et tente de détruire l'univers. Razor finit par admettre ses sentiments et lui avouer son amour, mais comme il est trop tard pour arrêter le processus, Aya est obligée de se suicider pour empêcher l'anéantissement de toute vie dans l'univers. Fin. Ce choix scénaristique extrêmement pessimiste est fait de manière inattendue dans la dernière partie de la série, qui a été construite le reste du temps comme une histoire dont l'objet est de démontrer que la rédemption est possible et que l'intelligence artificielle qui accède à l'émotion a le droit d'être traitée comme une personne. Tous les personnages qu'on a vu contester cette idée étaient des personnages négatifs dont on était censé penser qu'ils avaient tort. Le fait que les événements se mettent tout à coup à donner raison aux méchants de l'histoire sort de nulle part. On a vraiment le sentiment qu'à l'origine, les choses devaient évoluer autrement. Il me paraît clair qu'une fois la décision prise de faire passer Aya du côté obscur, les auteurs se sont sentis prisonniers de ce péché scénaristique originel parce qu'ils ne trouvaient pas de façon vraiment logique de faire volte-face. Alors ils ont assumé. Moi, j'ai plutôt l'impression que la décision elle-même de faire passer Aya du côté obscur n'a été prise qu'assez tard, quand les auteurs ont eu le sentiment que le couple qu'ils avaient si merveilleusement bien campé depuis le début de la série ne pouvait logiquement que tourner de manière effroyable. Quoi qu'il en soit, le pire dans tout ça, c'est qu'il est impossible de se dire que la série s'égare et que la fin qu'on nous a montrée n'est pas la vraie fin de l'histoire. Mis à part le placement de certains épisodes dans la chronologie, ce dernier quart de série est mis en scène avec un tel talent que la fin triste qu'on nous sert paraît effectivement inéluctable. Une fin plus heureuse, même maladroitement amenée, aurait été moins douloureuse. Mais visiblement, les auteurs ne voulaient pas la forcer. Il n'y a aucun moyen de se protéger de ce message comme quoi l'amour est la pire chose qui existe, qu'il ne faut pas accepter les criminels repentis dans son rang, et qu'il faut tuer les intelligences artificielles qui viennent d'accéder à la conscience avant que celle-ci ne passe du côté obscur et tente de détruire le monde. Les auteurs avaient sûrement conscience de ce qu'ils faisaient. Ils tentent à qui mieux de laisser quelques notes d'espoir sur ce fond déprimant, c'est une fin ouverte après tout. Ultime témoignage du malaise que procure cette fin, quelqu'un s'est senti obligé d'essayer de la rectifier dans un épisode d'une série n'ayant rien à voir. Ce dernier arc n'est pas mauvais, mais il raconte une histoire extrêmement désagréable, complètement amorale et excessivement triste. C'est pourquoi cette histoire, nous ne souhaitons pas la recommander, malgré les immenses qualités de la série et la mise en scène irréprochable. Voilà, c'était notre top 10 des séries pas assez bonnes pour être bonnes, pas assez mauvaises pour être mauvaises, ou que, pour toute autre raison, nous avons renoncé à chroniquer. Il y en a d'autres, mais je crois qu'on a été à peu près exhaustif sur les raisons qui peuvent faire qu'on pourra finalement renoncer à chroniquer une série. Comme vous avez pu vous en rendre compte, ces raisons dépendent aussi du contexte. Selon les attentes qu'on peut avoir avant même de commencer à regarder la série, celles qu'on peut se mettre à avoir en la regardant ou en connaissant le genre auquel elle appartient, ou tout simplement selon qu'on regardait la série dans l'optique ou non d'en faire une vidéo, nous serons plus ou moins sévères. Après tout, nous avons déjà eu l'occasion de dire que si nous ne ferons pas de vidéo sur Yu-Gi-Oh!, c'est parce que nous ne l'avons de toute façon pas regardé dans cette optique puisqu'elle est très connue. Parfois c'est plus indépendant du contexte, il peut s'avérer qu'on n'aurait pas grand chose à dire d'une série, ou que le contenu de la série en soi change radicalement notre avis dessus, ou en tout cas la fasse radicalement changer de place dans notre ordre de priorité. Mais il faut savoir que, même si ces cas qui sont dans l'entre-deux vous paraissent nombreux, on a dit qu'il y en avait une trentaine en début de vidéo, ils sont relativement rares.
Après tout, nous avons chroniqué plus de 80 séries. Nous sommes plutôt bon public. Mais il est quand même important de savoir que les séries animées ne sont pas forcément très bonnes ou très mauvaises. Car c'est en repérant celles qui sont plutôt moyennes qu'on peut distinguer les dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne.